Et bien, comme on avait encore un goût très amer sur Fastlane, on a ensuite su, peu de temps après, qu'il y avait le prochain pay-per-view de la WWE exclusif au network Roadblock. C'est un pay-per-view qui était d'abord titré Road to WrestleMania en Ontario, à Toronto. Mais on s'est appelé ça Roadblock. Non, mais c'est parce que je sais pas pour toi qu'est-ce que t'en penses, toi, du titre de Roadblock, mais. C'est pas un peu enfantin comme titre? C'est assez poche, effectivement. Là. Tu sais, Roadblock, c'est quoi? C'est dans le fond, c'est voulu pour être un dernier arrêt avant WrestleMania, parce que WrestleMania va quand même se passer en début avril, puis en février, puis dans le mois de mars, sinon il n'y avait pas eu de pay-per-view, ce qui aurait été pas si pire en fait. Ben, c'est ça. L'épisode de cette semaine c'est supposé être sur la continuité que j'ai coupé entre guillemets de Fastlane justement qui était j'étais en route pour WrestleMania. Mais Richard et moi, on s'était dit, ben là, vu que il va y avoir un pay-per-view, Roadblock, qui, avec ses 4 combats d'annoncer, est déjà plus attirant que ce qui s'en vient pour WrestleMania et ce qui s'est passé à Fastlane, on se dit, ah, on va en parler. Alors sur ce, bienvenue au podcast Entre les 4 coins du ring. Ici Pierre-Luc Espantoso, votre animateur en compagnie de Richard Adam Gagné, l'analyste. Richard, comment tu vas aujourd'hui, mon ami? Je vais enrhumer, mais sinon ça va. Et toi, mon cher? Ça paraît pas que t'es enrhumé, mais pas en tout alors. Ton professionnalisme est très inspirant, je tiens à te le dire. Oh, on va essayer de pas tousser trop fort dans le micro. Non, s'il vous plaît. Mais remarquez, c'est une belle cacophonie pour avoir les tympans défoncés. Fait que si ça arrive, on s'excuse. Encore C'est... là, je peux très bien le couper au montage, mais ça, c'est à Ah ma non, discrétion. c'est ça. Non, Vas-y, mais humilie-moi. non, c'est ça, non, vraiment pas. C'est pas mon but, ça aurait été mon but. Je sais que c'est le tien, là, mais c'est pas mon but. C'est une note sérieuse. Bon, comme on vous l'a dit, Roadblock, c'est un pay-per-view exclusif sur le WWE Network pour 9,99 ou 11,99 ici au Canada. Et ce qui veut dire que également, il va y avoir certaines libertés qui peuvent être mis en place. Et justement, on va commencer de parler de ce genre de ces libertés-là avec le premier combat que moi j'ai. Quel est ce premier combat? C'est The Revival, Dash Wilder et Scott Dawson qui défendent leur ceinture par équipe contre deux gars qui sont vraiment dus selon moi pour aller soit dans le main roster, soit d'avoir une petite gloire avant qu'ils s'en aillent dans le main roster en Colin Cassidy et Enzo Amore. Oh, how you doing? Parce que c'est ça l'affaire, c'est que Colin Cassidy, tu sais, pour un gars de fucking 7 pieds, il sait lutter. Enzo Amore a du charisme naturel comme c'est pas possible. Personnellement, la première fois qu'on a parlé de cette équipe-là, j'avais dit, et je le pense toujours, que c'est les prochains euh, les prochains New Age Outlaws. Là. C'est pas compliqué. Ben Là. des gens les proclament comme étant les prochains New Age Outlaws, mais plus sur le côté entertainment, parce que ça a toujours été, ou majoritairement, ça a été une équipe c'était une équipe qui faisait pas le mauvais coup, qui jouait pas des tours aux autres équipes. Mais c'est juste que les deux trouvent très, très bien la faiblesse d'une de l'autre, ce qui est assez drôle parce qu'Enzo Amore, qui est pas un mauvais lutteur, il est pas aussi bon non plus, malheureusement. Versus, encore une fois, Colin Cassidy. Ça, c'est ce que Vince McMahon recherche, des gars de 7 pieds, euh, avec une musculature assez naturelle, mais qui a également un excellent athlétisme. Oh, et puis ils savent très bien utiliser leurs deux styles à bon escient, puis les faire travailler de belle manière en équipe. Je veux dire, une des meilleurs exemples, c'est un de leurs signature moves. On a souvent vu des tag teams, un de leurs partners va prendre l'autre, va le prendre dans les heures, va juste le lancer en splash, quelque chose comme ça.
Mais dans leur cas, eux, c'est pas compliqué. C'est OK, ben, tu pars à quoi d'un corde, je te prends, puis je te lance en bas, par-dessus la troisième corde, puis tu tombes sur les gars en bas. Là. Ils travaillent extrêmement bien en équipe ensemble, puis Ils comme je dis, ils savent. utilisent très bien leurs Ils forces. savent très bien divertir la foule et c'est pour ça que je suis content de savoir que quand Cassidy et Enzo Amore vont avoir un spot sur un pay-per-view de la WWE. Pas un NXT machin, là. Un pay-per-view de la WWE, que ce soit Network ou pas, ça change pas le fait que Colin Cassidy et Enzo Amore ont ici là une très belle chance. D'autant plus qu'ils ont la chance, je répète, à affronter les champions par équipe de la NXT, Dash Wilder, Scott Dawson, maintenant connu comme étant The Revival. Ouais, ouais, ben, sont partis là-dessus là, depuis à peu près un mois et demi à la NXT de vouloir donner des noms à leur équipe. Là. Puis c'est ça, fait qu'eux autres, ils ont commencé à s'appeler comme ça. Donc, je suis pas pour, je suis pas contre. Je suis comme, si ça peut essayer de plus unifier les équipes, puis les rendre plus homogènes en leur donnant vraiment un nom d'équipe, Mhm. ben, c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, c'est quelque chose qui était commun dans les vieilles années. Dans les années 90, toutes les équipes étaient vraiment... Ils rentraient avec le même costume, il y avait leur nom d'équipe, ils rentraient ensemble, puis il y avait vraiment un tout homogène. Si on pense aux Road Warriors, si on pense Rock aux and Dudley Roll Boys. Express, Exactement. t'as dit les Nasty Boys. Oui, il y a plein d'équipes que c'est comme ça. Puis écoute, Dash et Dawson, moi ça me fait rappeler un petit peu à Blake and Murphy sur certains points, conceptuellement. Dash et Dawson sont cependant assez génériques. Ils sont pas mauvais, mais ils sont génériques. Ouais, ben c'est ça. C'est pas des mauvais lutteurs, mais quand pendant un bout les scripteurs savent moyen quoi faire avec toi, puis que ta gimmick ça devient que ben pour gagner tu fais n'importe quoi, c'est-à-dire blesser ton adversaire. C'est Oh comme, God. je suis pas convaincu là, tu sais là. Ça fait très heel, mais en même temps, tu sais, si t'es obligé de blesser ton adversaire pour gagner, c'est comme. Ben, volé comme ça, Blake et Murphy ont eu un très bon règne de champion, puis c'était en plus un des lutteurs qui savaient très bien travailler, mais là on les voit plus étrangement, ou beaucoup moins. Villain, j'ai jamais embarqué. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ben la gimmick est vraiment pas bonne. Personnellement, je suis pas capable. Là. Puis là, Euh, ensuite c'est Dash et Dawson. Fait que c'est là que ça me dit, encore une fois, il est peut-être temps que Amore puis Cassidy gagnent la ceinture. Au moins, comme je dis, pour leur donner une dernière une dernière petite tape sur le dos pour avoir diverti la foule, que les gens soient excités, blablabla, bla, bla, puis qu'ensuite, oui. Surtout qu'ils l'ont pas eu, le titre de la NXT. Ils Là. n'ont jamais eu ça de la NXT, mais encore là, il y a une vieille, il y a un vieux dicton qui dit que si t'es over avec la foule, t'as pas besoin de la ceinture. Puis c'est un petit peu vrai, mais en même temps, comme dirait Mick Foley, une ceinture c'est également un peu comme aux Oscars, un Life Achievement Award. La World Title de WWE a souvent été perçue effectivement comme étant la Achievement Lifetime Award, tout dépendant de dans quel point tu es dans ta carrière. Mhm. C'est aussi une marque de confiance, je veux dire, en même temps. Tu sais, c'est vraiment une marque de confiance. Je veux dire, quand tu donnes des ceintures à quelqu'un, quand quelqu'un est champion, tu t'attends à ce que ces gens-là soient les champions que tu veux te représentent, soit comme qui dirait un pas un passé, mais un passé, mais tu sais, un exemple à suivre, tu sais, un point de repère. Tu vois Ascension dans NXT, c'était un point de repère. Lucha Dragon dans NXT, c'était un point de repère. Même la famille Wyatt qui n'ont pas eu le site longtemps, mais pareil, Harper, Rowan ont quand même eu le site de la NXT, par équipe pardon, de la NXT pendant 49 jours. Et là, tu vois plus loin Blake et Murphy c'est deux gars qui ont mis ensemble puis qui ont fini par faire une belle équipe. Villain qui, eux, c'est leur gagné qui les a sauvés, mais ça a jamais été intéressant. J'ai jamais embarqué dans Villain. Puis quand ils ont fait leur feud avec Blake et Murphy, ils ont paru faibles. Ensuite, Dash et Dawson, je reviens, sont bons, mais sont génériques en même temps. Fait que là,
What's next, you know? Totalement. Est-ce qu'il va encore faire bretter de Amore puis de Cassidy? Le problème, c'est que s'ils font bretter, qu'est-ce que tu veux faire avec Cassidy puis Amore? Exactement. Ces gars-là, je veux dire, sont faits pour être en équipe ensemble. Puis je les vois pas vraiment se séparer ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont droit à leur spot là. C'est comme, puis comme je dis, ils travaillent tellement fort, puis ils se donnent tellement dans le ring qu'en réalité, ils méritent all the way là, de devenir champion. Ou sinon, d'être appelé au main roster, mais encore là, les gars sont dans un pay-per-view qui n'est pas NXT, qui est une coche plus haut. Mhm. Fait que c'est vraiment cool pour les 4 lutteurs. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est totalement vrai. Euh, Ceci dit, toi tu penses que qui va gagner ce combat-là? ben, seulement j'espère que ça va être le couronnement de justement Team How You Doing. Team Qui vont Soft! Let me spell it for you! Cause you can teach that! Quand une team n'est pas encore à la WWE, puis qu'on est déjà capable de vous réciter autant de punchlines, c'est crissement bon signe. C'est tout ce Ben que j'ai oui, à c'est dire. parce que ça pogne, puis il y a du charisme aussi. La livraison d'Amore est excellente. Puis tu sais, Cassidy, Oh tu oui. penses que c'est. Tu penses que Kenan Cassidy, c'est un niaiseux de ses pieds. Ben non, il a une tête d'épaule, et je répète, c'est un excellent athlète. Est-ce que ça va être assez, est-ce que ça va être assez pour qu'il ait leur chance? Moi, je te dirais que si honnêtement tu veux faire quelque chose de fort pour en même temps NXT puis en même temps le pay-per-view, tu donnes effectivement la ceinture à Colin Cassidy et Enzo Amore. Fait que moi je dirais, donne Ce ça. serait le gros moment. Ce serait le bon Ça moment. serait ça serait le beau moment de la soirée, surtout. Là, je veux dire, le reste, on s'attend pas. Il va y avoir des bons matchs, mais on s'attend pas à des couronnements. Donc, ça pourrait être vraiment agréable. Là, pour Des combats l'enregistrement, comme pour ça. les biens de la chose, nous sommes le 7 mars, lundi le 7 mars, et il y a officiellement 3 matchs, mais il y a un quatrième qui a pas été plus ou moins annoncé, mais on va vous en parler. Alors, comme vous pouvez voir, Richard et moi sommes d'accord pour dire que ce serait un bon move, ce serait même un souhait, que ce soit Colin Cassidy et Enzo Amore qui deviennent les nouveaux champions par équipe de la NXT sur The Revival. Exact. Ça serait vraiment un beau moment. En plus, ils ont une rivalité quand même assez importante avec cette autre équipe-là de Revival. Mhm. La rivalité, justement, est venue du fait que The Revival avaient blessé Big Cass et Enzo Amore pour les sortir du title picture pour eux aller chercher la ceinture. Oui, c'est vrai. Donc, puis Ce serait ensuite, la il y bonne avait eu. revanche. Ce serait la bonne finale, tu sais. Ce serait la bonne fin à cette histoire-là, dans le fond. Ben, c'est ça. Puis ils ont eu un match, justement, que The Revival ont dû défendre leur ceinture contre Big Cass et Enzo Amore. Moi, déjà, à ce moment-là, je m'attendais à une victoire d'eux. Puis finalement, The Revival ont gagné avec un coup extrêmement chien, là. Ils ont utilisé Carmella d'une certaine manière pour interférer dans le match. Ben, c'est Puis Hill. c'est ça, tu sais. Puis fait que résultat, ben, je suis comme ça serait justice rendue de leur donner la ceinture. Puis en plus, c'est clairement une équipe qui va monter. On Ben a oui. besoin d'une équipe comme ça à la WWE. Fait juste imaginer cette équipe-là travailler avec les Dudley Boys. Ça va nous rappeler des souvenirs, là. C'est pas faux, c'est pas faux. Plus, on le sait, on s'est tellement mis d'accord, les Dudley Boys, ils veulent être avec du nouveau sang. Alors, quoi de mieux que Colin Cassidy et Enzo Amore? Je répète, si Colin Cassidy et Enzo Amore ne gagnent pas les ceintures par équipe, donc il serait temps que les deux soient dans le main roster pour que Dash et Dawson puissent, eux, continuer à donner une certaine gloire, malgré tout, à la ceinture par équipe de la NXT. Mhm. Le La- prochain. la- Oh, t'allais dire quoi? Moi, j'allais juste dire un petit truc. On parlait vraiment de la Tag Team Division, de la NXT. Il y a juste une team qu'on a plus ou moins parlé, qui est American Alpha, qui est un peu des Mais. rip-off. C'est un peu des rip-off de Team America, de
qui étaient Shelton Benjamin et Charlie Haas Ah, World Greatest Tag Team, ouais. avec Kurt Angle. Oui, World Greatest Tag Team, exactement. Donc c'est un peu des rip-offs de ça, mais Ouais, honnêtement, ils ont une très belle lutte. Je leur donne ça. ouais. Puis ils ont l'air quand même de vouloir pusher. On verra ce que ça donnera pour eux. Mais ça risque d'être les prochains après ça qu'on va voir dans le title picture, je crois. Mhm. Le Donc, prochain prochain combat. combat, en stéréo, le prochain combat que mon j'ai sera Brock Lesnar contre Bray Wyatt. Fait que là, le combat qui était attendu pour WrestleMania, il décide de le faire pour fucking Roadblock. Oui, ça c'est un peu l'histoire du pay-per-view. On va en parler plus en détail avec un autre match plus tard. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment bizarre comme décision. Je trouve ça horrible Euh, comme décision personnellement. je sais pas trop comment le prendre en fait. Ils nous prennent-tu pour des caves Je ou... pense qu'ils nous prennent pour des cas, puis ça, c'est. Ça, c'était un épisode que ça fait longtemps qu'on en parle qu'il faut faire, mais toujours une interférence à gauche, à droite. Ce qui veut dire l'Internet. Il y a sûrement beaucoup de l'Internet là-dedans qui serait à blâmer, ce qui est une super ironie dans ce cas-là, considérant que c'est Brock Lesnar, puis que la raison pourquoi que le combat Brock Lesnar versus Goldberg à WrestleMania, le dernier WrestleMania, je pense même à Madison Square Garden, a été un fléau et à cause de l'Internet. Je pense que maintenant, plus ça va, plus l'Internet joue un rôle important dans l'édition de la lutte. Mais ça veut juste dire qu'encore une fois, la WWE ne comprend pas son pouvoir, ne comprend pas. euh, n'est pas à jour, n'est pas en touche avec ses fans si vraiment ils vont dans le sens contraire de ce que les fans veulent voir. Exactement. Les fans voulaient voir Bray Wyatt et contre Brock Lesnar à WrestleMania parce qu'ils savaient que Bray Wyatt et Brock Lesnar pouvaient construire une histoire qui peut-être là aurait peut-être mis un doute. Ok, ça y est, ça peut être Bray Wyatt euh, qui aurait sa chance de remonter en flèche. Dieu sait que Bray Wyatt, présentement, il en a besoin. Il mérite. Oh oui, C'est un gimmick qui est toujours en constante évolution. Mais là, non, c'est clair. C'est crissement clair qu'ils vont mettre. Que WWE vont mettre les rênes, vont arrêter les rênes, les frais de cette histoire-là qui avait un certain intérêt à un pay-per-view avant WrestleMania, justement, avant le combat Destiny. oh oui. Je trouve ça vraiment n'importe quoi. Et puis en plus, c'est écrit dans le ciel là, ils vont pas donner une victoire à Bray Wyatt sur un pay-per-view comme ça. Là. Surtout C'est que sûr Bray que Wyatt a pas eu d'annonce, il a pas été annoncé nulle part pour WrestleMania, mais Brock Lesnar a un des combats d'envergure de WrestleMania. c'est ça. Donc, C'est nous prendre, sérieusement, ça là, revient à dire ce que tu dis, c'est nous prendre pour des épais. ben c'est ça. Si t'as ça demandé, c'est ce que j'ai dit durant notre podcast précédent, à savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font avec Bray Wyatt? Ils ont essayé de l'enterrer avec Cena, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de l'enterrer avec Taker, ça n'a pas marché. Puis là, je disais, hey, c'est quoi, ils vont-tu essayer de le blesser en le mettant avec Brock Lesnar? Sont-tu rendus à ce point-là? Ils veulent-tu à ce point-là tasser Bray J'espère Wyatt? pas. Puis là, J'espère c'est à pas. se demander si c'est pas la storyline qu'ils vont utiliser. Là. Je me demande, ils vont-tu faire comme Brock Lesnar démolit Bray Wyatt avant WrestleMania, puis on le verra pas à WrestleMania à cause de ça? Storyline parlant? Come on, Ça serait man. ridicule, là. Mais ça pourrait T'as très une bien de tes arriver. figures, t'as une de tes figures que les gens veulent voir, que c'est vrai que il est souvent été accueilli en tant que face, mais encore là, vous l'avez vu avec John Cena que les gens sont tannés de voir. Vous l'avez mis avec Roman Reigns que les gens sont extrêmement tannés de voir. Et c'est ça l'affaire, c'est que Bray Wyatt a beaucoup de personnalité aussi que Roman en a zéro en tant que en tant que le soi-disant super-héros, là. Mhm. Roman Reigns a zéro personnalité. Zéro. Tandis que Bray Wyatt, lui, c'est le contraire. Lui, c'est. Tu lui donnes de la place, puis il va prendre toute la place qu'il a à prendre. Puis c'est Mhm. ça, faut que tu fasses. Alors, t'es en train de dire que ce qu'il faut que tu fasses, faut plus que tu le fasses, parce que tu vas être rabaissé. Tu vas être rabaissé tant aussi longtemps que t'es pas dans les bonnes grâces ou whatever. Alors que c'est ridicule, parce que Bray Wyatt n'a pas été dans les bonnes grâces de qui que ce soit être. Pour être, je dirais même, au top. Anyway, je veux dire, si vraiment la foule a une bonne réaction, je veux dire, ça vous empêche pas de le laisser avec sa gimmick, mais de le mettre en face, là.
au pire des pires. Je veux dire, on a eu quand même Taker dans les années 2000 avec son New Ministry. Qui réussissait à faire de très belles choses, mais en étant du côté Obscur. c'est ça. Puis pourtant, il réussit à être face pareil. Puis il n'y a rien qui. La WWE ne l'a jamais empêché d'aller dans cette direction-là. Donc, je sais pas pourquoi qui appuient à ce point-là sur cette espèce de bouton-là, de vouloir enterrer Bray Wyatt, de vouloir qu'on l'oublie. Parce que pourtant, je veux dire, comme j'ai déjà spécifié, c'est pas comme si c'était un nobody en plus. C'est quand même le fils à IRS. Donc, c'est comme, il y a C'est du justement background ça en le arrière de lui. problème. Parce que c'est le fils d'IRS, il y avait beaucoup à prouver. Puis parce que son frère Bo Dallas, c'est malheureusement un sac de viande et d'os périmé. Bray en a donc conséquemment beaucoup sur ses épaules parce que c'est un fait. Il y a bien des gens qui sont. Il y a bien des gens dans l'administration qui. Parce que tu viens de. T'es de seconde génération, c'est quand même une pression sur toi. La seule chose que j'espère, c'est qu'ils font tous ces moves-là envers Bray Wyatt dans l'optique de lui donner quelque chose de vraiment gros, genre dans l'année à venir ou l'année prochaine, l'année d'après. Là. Puis que là, vraiment, ils vont le, en guillemets, quasiment l'over-pusher, tu sais. Ouais. Tu sais, qu'ils vont vraiment lui donner quelque chose de big, là, tu sais. Si c'est ça l'optique, je dirais pas un mot. Je veux dire, il aura mangé ses croûtes durant 3 ans pour mériter d'avoir son super gros push. Ben oui. Mais en tout cas, j'espère que c'est quelque chose dans le style parce que sérieusement, à un moment donné, ça devient gossant et stupide. Là. Je veux dire, c'est tellement un beau personnage, puis c'est quelque chose qu'il n'y a plus aujourd'hui. C'est rendu difficile d'être crédible dans un personnage de ce type-là. Mais non, faut être le strict minimum. Tant que t'as un beau corps, puis que tu fais des belles prises, puis que ça va en passant. Mais c'est parce que si tu regardes. Mais c'est parce que. Tu sais, même Jim Cornette, il peut l'admettre. Il y a quand même une ligne entre être supra cartoony comme l'était la WWE des années 80, puis être un personnage qui, et malgré tout, on le croit que c'est un lutteur. Exemple, fucking Rick Rude. Mhm. Bray Wyatt est dans cette catégorie-là. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ton argument. Puis là, ce qui amène au fait que là, il va se battre contre Brock Lesnar. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, t'es de la chair à canon, Bray. Puis c'est fucking poche. Exact. Comme je dis, ça me fait vraiment craindre pour WrestleMania. Je me demande est-ce qu'ils vont vraiment ne pas le mettre sur WrestleMania? Ce qui serait totalement ridicule. En fait, ils se demandent pas pourquoi que les fans sont pas si intéressés que ça. Malgré que j'ai une discussion pour du network avec un ami, puis il marque un point pareil, c'est juste fucking 10$. Même si t'as un pay-per-view qui est de la merde, t'es quand même juste payé 10$ pour voir un pay-per-view qui autrement tu paierais 70$. Ça, Fait que c'est sûr. en guillemets, ça dérange moins, mais en même temps, est-ce que c'est un Est-ce pay-per-view, est-ce que c'est un pay-per-view de marque qui va te faire acheter un chandail? Est-ce que c'est un pay-per-view de marque qui va te faire acheter d'autres produits dérivés de ton lutteur préféré? Non. Ben, je suis d'accord avec ça, puis en même temps, c'est pas juste ça. C'est que, à un moment donné, est-ce que ça devient pas justement une excuse? Tu sais, c'est pour eux. Si vraiment on se dit, ben, ok, ben, je paye juste 10$, fait que même si c'est un peu plus vieux de merde, c'est pas grave. C'est parce que c'est justement pas ce que ça devrait être un pay-per-view, peu importe le prix que tu payes. La mentalité du on banalise le monde, on les rend amorphes pour mieux profiter d'eux autres. C'est ça. Fait que je suis pas. En tout cas, c'est pas le genre de mentalité que j'encourage personnellement. Puis Non, j'espère que la WWE s'enlisera pas dans quelque chose comme ça. mais c'est très américain, puis veux pas, c'est ça pareil, tu sais. Dans le fond, ironiquement, on t'a de tourner cette partie du podcast-là, tu sais, un peu style Bray Wyatt, sans s'en rendre compte, je sais pas si t'as réalisé. Non, je t'écoute. Écoute, on vient carrément de faire une grosse critique sur le capitalisme américain puis les méthodes de comment gérer ces affaires de façon, je dirais pas inhumaine, mais tu sais,
à sens contraire, c'est pas le genre de choses que genre Bray Wyatt critiquerait, mais de façon plus cryptique. Ah, ben, de manière métaphorique, effectivement. Là, je veux dire, il l'a fait à d'innombrables reprises. Là. Puis c'est beau, sa manière d'en parler, bien souvent. Là. C'est Ben oui. pas, c'est pas du cheap talk juste pour, Non, genre, faire... c'est super recherché, puis c'est super bien fait, là. c'est bien travaillé, c'est ça. Ah. Donc, Mais en tout ceci dit, Brock Lesnar va être accompagné de Paul Heyman, puis la famille Wyatt va être accompagnée... excuse-moi, la famille Wyatt va accompagner Bray Wyatt. Si le booking est intelligent, mais j'ai pas d'espoir, Brock Lesnar, Brock Lesnar abandonnerait, ou peut-être pas justement, abandonnerait à Bray Wyatt parce que les trois de la famille Wyatt s'en prendraient à Paul Heyman. ça pourrait être vraiment intéressant, ça, effectivement. Mais ils le feront pas! J'espère qu'ils vont le faire, mais ils le feront pas! Ça pourrait être vraiment cool, effectivement. Sérieux, ça serait la plus belle manière Mais non, comme tu dis, ils le feront pas parce qu'ils feront pas gagner Bray Wyatt. C'est écrit dans le ciel que Brock Lesnar va gagner. C'est écrit dans le ciel que Brock Lesnar va probablement passer au travers de la famille Wyatt au complet tel un bulldozer. C'est ridicule. Genre, dans un bel optique, moi, j'aimerais ça me dire peut-être que ils vont faire soit un autre contest, quelque chose comme ça, où genre ils vont faire gagner Brock Lesnar, mais la famille Wyatt va quand même détruire Lesnar après la défaite, quelque chose comme ça, pour amener à ben tiens, on va rajouter Bray Wyatt puis faire un triple threat street fight. Puis ça serait vraiment écœurant. Ça serait cool, honnêtement, ça c'est un fait. Ouais, ça serait cool, mais la WWE aime pas ça prendre des risques qui pourtant c'est pas un risque. Je veux dire, on est deux podcasteurs qui viennent carrément de vous donner l'idée du siècle. Bon, j'exagère, mais c'est quand même intéressant. Donc je suis sûr que plusieurs, avec surtout le build-up derrière ça, plusieurs seraient intéressés. Oh oui. Puis je veux dire, c'est pas comme si en plus Bray Wyatt et Dean Ambrose avaient pas une histoire. Ils en ont une sapristi, là, tu sais. Qui a été coupé même short. eux autres, il y aurait une raison de vouloir saillir. Puis ça serait assez drôle de les voir justement finir à un moment donné à travers le match, à être forcés à travailler en équipe. Contre l'intuable Brock Lesnar. C'est ça. Donc, ça qui, je répète, donne un coup de poing et puis il vient blow-up. Ouais, alors c'est ça. T'sais, donc, ça pourrait vraiment apporter quelque chose de super intéressant. Je viens de me taper sa main. Oh! J'ai dit une vacherie assez gratuite sur Brock Lesnar, mais bon. Fait autrement, on sait que surtout que le Roadblock peut être comme un petit velours avant WrestleMania. Un petit velours. Je pense que ton rire du tout. Fait qu'on s'entend pour dire que malgré tout, malgré nos idées, Brock Lesnar va gagner ce combat-là. Puis on n'aura pas ce qu'on veut. Sacré Vince, sacré. Je dirais next. T'es sûr? Lui, je pense. C'est quoi? On a quand même parlé de 13 minutes sur le Revival, puis contre Conor Cassidy, puis Enzo Amore. On a quand même parlé un autre bon 13 minutes sur Brock Lesnar et Bray Wyatt, mais en dérivant sur. Encore une fois, peut-être de Bray Wyatt. Là, on tombe à Roman Reigns versus Sheamus. Je comprends même pas que ça fait là. C'est du bouche-trou pour faire en sorte que Roman Reigns ait un match, là. C'est tout. Là. C'est tout? C'est juste ça, là. En passant, Roman Reigns s'en va contre Triple H pour la ceinture! Ouais, c'est ça. Faut pas oublier que Roman Reigns est important. Roman Reigns est un héros. Faut pas oublier. C'est important. C'est très important. Donc, Sheamus va perdre. Parce qu'il n'y a rien de prévu pour que je sache pour la League of Nations, ben plus. Actuellement, oui puis non. C'est-à-dire que ça, on peut en parler plus tard. On va en parler tout de suite, fuck off. Là, la League of Nations est supposée de s'en prendre à The New Day. Donc, c'est quasiment confirmé. C'est The New Day contre The League of Nations. Donc, à WrestleMania pour la ceinture par équipe. Donc,
T'avais prédit. J'avais l'impression que c'était la direction qu'ils voulaient prendre, puis faire virer New Day face, Mhm. vu que ça reste très crédible, puis que la foule a l'air de vouloir malgré tout être du côté de New Day. Oui. Sont amusants, même si c'est un peu... on s'entend, c'est poussé. Mais en même temps, ça reste drôle. Tu sais. Donc, ça me surprend pas, vu le test qu'ils ont fait justement durant le dernier pay-per-view. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment faire quelque chose avec League of Nations? C'est à se demander si League of Nations, c'est pas juste une version hype. Là, c'est moi qui va se taper ça à la main. Quoi? Je regarde la situation, puis j'ai l'impression je regarde League of Nations, puis j'ai juste l'impression de voir une version plus hype, puis plus pushée de Social Outcast. Là. Sérieusement. Là. Je veux dire, C'est même pas méchant. Toi, c'est pas gratuit. Il y a un certain, je dirais même plus, il y a un certain réalisme à ce que tu sous-entends. Fait que, non. c'est pratiquement ça. Je veux dire, la seule différence entre Social Outcast et League of Nations, rendu là, c'est le fait que dans League of Nations, il y a 4 lutteurs qui ont été World Champions. Ou qui ont été champions. Ouais. Comme champion en simple et qui plus est crédible. Rusev, champion US, assez crédible, quand même assez crédible. Kane Barrett, multiple fois champion intercontinental crédible. On a également dans Sheamus, champion mondial plus ou moins crédible. Ben, sérieusement, c'est plus que là, genre, je trouve qu'il a perdu de la crédibilité, mais sinon, au début de sa carrière, il était quand même bien. Il était l'ami de Triple H. Quand il y a eu ses rivalités avec John Cena, puis avec justement Triple H, Adrian Bryan. ses matchs étaient quand même sympathiques. Là. Ça a été des bons matchs, pareil. Ça nous a donné des vrais bons matchs de brawl, de gars qui étaient capables d'en prendre, puis c'était quand même agréable à regarder. C'était pas tant mauvais. Donc, il y a eu son moment, mais c'est juste que là, ben, je sais pas. Sheamus, c'est plus le même. Non, ça c'est clair qu'elle a perdu. Là. Puis sinon, ce qui est drôle, c'est que Sheamus est supposé d'être le leader de League of Nations, alors que t'as le 4e membre, étant Alberto Del Rio, qui a comme plus de charisme dans son petit doigt que Sheamus. Là, ouais, pourtant. donc, comme je dis, sérieusement, je veux dire, les deux groupes sont 4. Les deux groupes perdent toujours. Puis finissent tout le temps par embarquer dans le ring en groupe pour péter la gueule à l'autre. C'est comme, OK. Non. Juste non. C'est la même maudite affaire rendu là. Rendu là, si vous savez à ce point-là pourquoi faire avec eux autres, genre autant League of Nations que Social Outcast, je me dis, ben vous en avez une 3e équipe de 4, à savoir la famille Wyatt. Hein? Je suis comme, faites juste vous en forger une 4e, puis partez une belle rivalité à 4, puis ça serait écœurant. Mais comment tu vas booker ça? 16 lutteurs de entre bas et moitié de carte ensemble. Je veux dire, d'un autre côté, c'est un peu. C'est un peu dommage en même temps parce que. Comment je peux te dire ça? T'as quand même des bons lutteurs comme. Del Rio, Rusev, s'il les casse pas davantage. Comment il s'appelle aussi de l'autre côté des podcasts, Curtis Axel, Joe Hennig. Ça, c'est si tant et aussi longtemps qu'il travaille sur son charisme. Parce qu'il n'y a pas de charisme, Joe Hennig. C'est ça son gros problème. C'est ça. Dans Social Outcast, on s'entend, c'est lui qui a le plus de potentiel. Pareil, parce que sinon, si on parle de Heath Slater, excusez, là, mais il n'y a pas vraiment de potentiel dans ce gars-là. Tu regardes Bo Dallas, c'est le pire de la gang. Puis le 4e, c'est qui déjà? C'est pas bon signe si je m'en rappelle pas. Là. Rusev, Sheamus, Alberto Del Rio, puis... tu parles de Social Outcast. Bon, c'est Heath Slater, Curtis Axel, Bo Dallas, puis Adam Rose. Ah oui, c'est vrai, Adam Rose. Adam Rose, on s'entend. Qu'est-ce qu'il a fait de relevant à WWE depuis qu'il est là? Ben, sa gimmick face était cool jusqu'à ce qu'il mette de l'emphase sur
Sur Justin. Bunny. Ouais, sur Justin the Bunny Gabriel. Parce que oui, c'était Justin Gabriel qui faisait le Bunny. Ah oui? Assez d'insultes de merde, pareil. Totalement. Parce que Gabriel, au moins, c'était un lutteur un lutteur de Old Voltage qui était en plus de ça assez crips. Il était très très bon. C'est sûr que dans son cas, peut-être aussi, c'est le fait que, vu que la fédération n'avait pas tant confiance en lui, il pouvait pas non plus dégager lui-même l'assurance dont il avait besoin Mhm. pour être plus. Pour être plus. Pour être plus comment dire, pour être plus, tu sais, reconnu à sa juste valeur. Mhm. Mais bon, ça c'est autre chose. Ouais. Vraiment un autre Hey, sujet. faut, Il faut, faut faut que tu- vraiment qu'on faut pas être intéressé par le combat si on C'est ce que je parle veux dire. on parle des social outcasts, on parle de League of Nations, on parle des stables à 4 lutteurs, mais on parle pas de fucking Roman Reigns. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça démontre à quel point qu'on a un intérêt pour ce match-là si on est rendu à parler sans Charlotte Cass. Sérieusement. Puis en plus, on le sait que Roman Reigns va gagner. Il n'y a aucune Il y a aucun effort. drame. C'est ça. Il y a C'est même juste pas ça. aucun potentiel de drame. Non. C'est comme. Genre, il n'y a rien à dire sur ce match-là. C'est du réchauffé au bout. Il y a eu cette rivalité-là durant le mois de décembre-janvier. Il n'y a rien, il y a rien dans le vent, il n'y a rien de spécial. On s'en fout littéralement. Juste next. Triple H contre Dean Ambrose pour la Le, ceinture mondiale. le match que j'aurais aimé voir, moi, comme main event de WrestleMania. Pis tu sais, en plus, on revient 2 secondes à Royal Rumble. T'as vu une chimie, t'as vu une chimie entre Dean Ambrose et Triple H, où c'est que même Triple H, il a changé un peu d'air, il a dit Holy fuck, Dean Ambrose peut actuellement travailler. C'était Pour ça l'avoir demander. pour l'avoir C'était ça moi-même demander si c'est subi. pas ça qui a mené à ça, là, tu sais. Il y a des fortes chances. Ce qui, dans ce cas-là, écoute, good move Triple H. Vraiment good move de donner la chance à Dean Ambrose de prouver qu'il peut être un sacré main event. Mais il a fallu que tu le rencontres au fucking Rumble pour t'en rendre compte. Ce qui veut dire que c'était vraiment un off-chance de merde. Mm. Exactement. Honnêtement, j'ai des. C'est dans les matchs. C'est le match que j'ai le plus d'espoir. Là. Parce que le match de la NXT, je le sais que ça va être bon. Celui-là, j'ai l'espoir qu'il y a vraiment un potentiel puis que ça va être intéressant. Moi, je pense qu'il va être bon, en fait. Puis pas juste parce que c'est Dean Ambrose, c'est parce que c'est Dean Ambrose qui va travailler avec Triple H. Triple H, il peut quand même te travailler des bons combats. Il est workable, là, tu sais, le gars. Là. Mais quand tu te rends compte que son pouvoir politique vient au-dessus de ce qu'il peut faire, l'intérêt sur le gars devient de plus en plus nul. Et hey, j'aimerais rappeler en passant à ceux qui nous écoutent que, par les faits, Shawn Michaels et Triple H ont été les champions qui ont généré le moins de ventes, le moins de codes d'écoute et le moins d'achats sur les pay-per-view. Séparément. Oui, séparément, parce que quand tu les prends ensemble en tant que D-Generation X. Là, c'est le contraire. C'est ça, là, c'était over the top. Là. Tout le monde aimait D-Generation X, tout le monde les trouvait cool, tout le monde aimait le chandail de Generation X, tout le monde faisait des sockets partout. Les cross-chops, let's go. Tout le monde. On l'a tous fait. Puis la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, même au Royal Rumble, Triple H, quand il a sorti Roman Reigns, la première chose qu'il a fait, il a fait ses cross-chops à Roman Reigns. Là, c'est encore quelque chose que la foule genre, trouve agréable de voir. Ça nous rend nostalgique parce que c'était genre une des plus belles grosses stables qu'il y a eu à la WWE. Là. Ça avait été vraiment intéressant. Puis ils travaillaient bien ensemble. Puis même quand il y a eu le New and Improved D-Generation X dans les années fin 2000, milieu 2000, fin 2000, c'était encore intéressant. Ils se sont réinventés, puis ils ont été capables de quand même nous faire rire énormément en étant un petit peu moins vraiment controversé, si je peux dire. Crasse.
Oui, c'est ça, là, tu sais, là. Avant, c'était vraiment des jokes de tonton, puis des jokes de China. Elle aime les gros meat sticks, là, tu sais. Tu sais, là, c'était comme plus, peut-être, enfantin, tu Oui. sais, mais au moins, c'était plus politically correct. Puis ça passait, puis il réussissait à être tout aussi drôle, là. Wow, oui. D'ailleurs, chapeau à Vince McMahon d'avoir eu le guts de se faire coverer de je sais pas quoi, que c'était supposé d'être la merde, là. Mais Un des moments les plus grosses que j'ai vu de tout le monde de la lutte. non, ben c'est ça. C'était pas vraiment de la merde, mais c'était néanmoins. Oui, c'est voulu pour être ça, on s'entend, mais regarde, non, Exact. c'était pas ça, là. Faites-vous-en pas avec ça, là. Donc, non, c'est ça. Pour ce qui est du match tel quel, comme j'ai dit, comme on en avait parlé durant WrestleMania, comme on en a parlé durant Fastlane, j'avais espoir de me dire peut-être qu'ils ont compris, peut-être que Dean Ambrose va être à WrestleMania contre Triple H, puis ça va nous donner genre un match 1000 fois meilleur que si c'était Roman Reigns. Puis en plus, ça permettrait tout simplement à Roman Reigns d'avoir un rematch contre Brock Lesnar sans enjeu réel, ou est-ce que c'est vraiment genre que le plus fort gagne. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir d'interférence ou quoi que ce soit. C'est, gars, voilà le vrai résultat qu'il aurait dû avoir l'année passée. Puis c'est tout. Donc ça aurait pu être intéressant. Mais non, ça a l'air que c'est important que Roman Reigns gagne la belt à WrestleMania. Hmm. C'est en tout cas. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si effectivement Dean Ambrose gagne la ceinture contre Triple H? Ah mon Dieu! Je Les tombe en cartes vont pas. être fuckées, tu penses-tu? Ça serait malade? Ah, ça serait débile, mais ils le feront pas. Ils Mais le ça feront serait pas. débile. Ça serait vraiment intéressant parce que là, tu te ramasses. Ah, il peut y avoir toute une histoire de jalousie puis toute le kit là, de Roman Reigns de dire genre. C'est parce que C'est pas- c'est ça que la WWE a besoin, c'est ce genre de truc-là pour donner l'intérêt à WrestleMania. Parce que genre, regrette, Shane McMahon puis Undertaker, ça va juste donner comme. Ah, c'est un. Ça va être un match de cascade. Là, tu sais, C'est là, un match de cascade, les gens le savent. c'est ça. Triple H contre Roman Reigns, l'un contre l'autre, les gens sont pas si intéressés que ça à voir ça. Versus Brock Lesnar contre Dean Ambrose, combat de rue, c'est un petit peu lackluster, mais en même temps. euh, Ça va être bon. Je veux dire, moi, je pense que ça va être bon mais pareil. prévisible. Ah oui, tu J'ai penses? peur que ça soit prévisible. Fait que, là, on va un peu défier. Là, parce qu'on s'entend qu'on veut pas non plus que le produit soit prévisible. Qu'est-ce qui arrive si Dean Ambrose gagne la ceinture contre Triple H? Là, les cartes de WrestleMania vont être chambardées. Même c'est très facile de récupérer de ça. Et en même temps, pas même, et en même temps, tu vas genre être là. Fuck, la WWE a osé. T'attires de l'attention, t'attires de l'intérêt. Qui dit intérêt dit achat. Qui dit achat dit argent. Qui dit argent dit profit, éventuellement. C'est ça. Mais comme je dis, est-ce que vraiment ils vont aller jusque-là? On leur. J'aime mieux pas avoir trop espoir là-dedans. Mais c'est vrai que ça serait vraiment, vraiment super. Ça serait un des meilleurs moves de la WWE depuis très longtemps, là. De faire gagner Dean Ambrose durant Roadblock. Comme je dis, là, il y a tellement un potentiel au niveau émotionnel. Comme je dis, Roman Reigns qui logiquement va être totalement jaloux. Là. C'est comme, c'est la ceinture, c'est son spot. Puis là, Et là, tu préfères virer. en plus, j'étais supposé. Tu préfères virer Roman Reigns heel enfin. Exactement. Tu sais, j'étais supposé de faire ça contre Triple H, puis régler mes problèmes avec Triple H. Puis là, toi, tu viens de comme tout fucker le chien, là, tu sais. Puis, genre, je vais juste te démolir pareil parce que je veux la ceinture. C'est ça, il y a un énorme potentiel avec ça s'il oserait faire ça. Tout qu'est-ce qui peut arriver entre Roman Reigns et Dean Ambrose, il y a juste. God knows the limit. C'est tout, là. Je veux dire, ça serait tellement intéressant, mais est-ce que la WWE va oser? On en a parlé à plusieurs reprises. Ça fait longtemps que la WWE se contente de rester dans des zones de confort et de ne pas agir à la manière Attitude Era. La seule chose que je peux donner en plus, c'est le fait que j'aime quand même jusqu'à maintenant le build-up de la rivalité entre Triple H et Roman Reigns.
Vraiment, Triple H qui... sérieusement, quand je l'ai vu arriver à SmackDown puis sortir de sa poche ses tapes de bras, genre ensanglantés, oser genre faire ça, ça fait longtemps, il me semble qu'on n'a pas vu un moment comme ça. Là. Ouais. Tu sais, ça a l'air de vouloir être vraiment de sortir des zones. Ça a l'air de vouloir sortir des zones de confort habituelles. Donc, on verra exactement ce qui arrivera. Mais comme je dis, moi, je pense pas que la WWE oserait à ce point-là, même si ça serait vraiment cool. Donc, tu es d'accord avec moi pour dire que dans le fond, Roadblock, c'est juste un spécial glorifié. En passant, un spécial qui va avoir lieu un samedi et non un dimanche. En plus, ouais. Y a-t-il une raison particulière pour ça, tu penses, toi? Je sais pas. C'est bizarre, en fait. J'étais comme surpris. Je me disais, c'est quoi, y a-tu un événement qui essaye d'aller chercher des codes d'écoute par-dessus? Il se passe quelque chose cette journée-là ou le lendemain? Ou... C'est étrange, là. Je veux dire, je pense que c'est la première fois qu'il va y avoir un événement de ce type-là un samedi. Je peux me tromper, là, mais... Non. mais en tout cas, mais comme je dis, moi, je m'attends à une victoire de Triple H. Je pense pas que la WWE oserait, même s'il faudrait, je pense pas qu'ils vont oser. Moi, j'espère qu'il va y avoir des belles surprises pour le reste de la soirée. Écoute, Sami Zayn, Kane Barrett, Ryback sont prévus au programme. J'imagine également là-dedans Kevin Owens. Ça pourrait être bien. Au moins qu'il y ait... moi, j'aimerais ça qu'il y ait un build-up vraiment entre Sami Zayn et Kevin Owens pour WrestleMania. Puis ça serait le moment parfait pour le partir. Là. Ben oui. Mais j'ai tellement peur que la WWE oseront pas. Mais ça serait le bon moment. Puis en plus, on sait, comme je dis, on sait que Sami Zayn va être là. Il y a des lutteurs de la NXT qui sont présents. Fait qu'ils ont toutes les raisons de vouloir partir quelque chose. Puis en plus, le fait que c'est Sami Zayn qui a sorti Kevin Owens durant le Royal Rumble, ça serait juste parfait. Là. Je veux dire, amenez-les Sami Zayn pour WrestleMania, Kevin Owens versus Sami Zayn pour la bataille intercontinentale, puis ça va donner un match qui va apporter un intérêt totalement autre. Ça va être une autre facette de cette sphère-là qui va être WrestleMania 32. Ça serait vraiment intéressant. Donc, j'ai espoir quand même qu'il se passe quelque chose. Moi, comme je dis, la seule affaire qui me gosse avec Roadblock, c'est que ça me donne vraiment l'impression... habituellement, je veux dire, WrestleMania devrait toujours avoir le reste des pay-per-view dans son ombre, puis là, c'est comme... Roadblock fait ombre à WrestleMania, pratiquement, là. Puis, tu sais, ça vient de se dire que WrestleMania, c'est à faire se traiter comme étant un pay-per-view ben ordinaire, qu'on essaie de faire croire que c'est un pay-per-view d'importance à cause de son historique, mais plus ça va, puis moins c'est ça, là. Exactement. C'est triste. Parce que, je veux dire, WrestleMania, c'est le Super Bowl de la WWE. Fait que il devrait mettre autant d'emphase. Mais c'est plus traité comme tel. Mm-hmm. On verra exactement ce qui va se passer. Moi, je me dis, quand on est rendu à vouloir faire nos propres cartes de WrestleMania, c'est pas bon signe, en tout cas. Ben, je pense qu'un peu tout le monde rendu là va faire ses cartes de WrestleMania. Puis, faites-vous-en pas, c'est un podcast qui s'en vient bientôt. Je dirais que la semaine prochaine va être le podcast sur le retour de Roadblocks. Moi, je sais pas si je vais pouvoir le voir. Rediffusion sur tout bon site hacké. Par contre, je joue pas là-dedans. Moi, je joue pas question de me faire. Je sais, je gagne. D'avoir 1001 virus, mais j'ai un très bon antivirus, là. Mm-hmm. Non, mais il doit des manière, sûrement. Il doit manière. Fait que, c'est ça. La semaine prochaine, ça va être sur le. Ça va être sur justement le retour sur Roadblock. C'est quand même un événement majeur sur ce qui s'en vient pour WrestleMania. Et ensuite, on a notre ce qui était originellement un second partie du podcast de Fastlane. Fastlane a fini par ensuite de tourner à la discussion sur ce que WrestleMania nous présente. Et je vous dirais que malgré tout, ce podcast-là ne sera pas nécessairement influencé
directement de ce qu'on vient de parler, Roadblock, parce que c'est quand même, faut quand même se qu'on se base sur les faits. Et les faits sont les combats annoncés pour WrestleMania. C'est sûr qu'on a parlé. Les positions sont basées sur les matchs qui sont officiellement annoncés pour WrestleMania. Sont discutés dans ce podcast-là. Alors, là, si vous ne vous sentez pas dépaysagé de ce podcast-là dans 2 semaines. Et on est bon, je suis incapable de préciser ce qui va se passer dans 2 semaines au podcast entre les 4 coins du ring. C'est ça, faire de la prévision. Sinon, on va conclure cet épisode avec les plugs habituels. Merci de nous avoir écoutés sur ce soir ou ce matin sur Internet sur le sujet de Roadblock. Moi, Richard Adam Gagné, tu es le responsable de Facebook. Comment ça marche? Bien sûr. Donc, la page Facebook d'Entre quatre coins du ring, vous recherchez entre espace 4, le chiffre 4, espace coin avec un S. Vous nous laissez vos commentaires, vos suggestions, vos insultes, vos bons mots, tout ce que vous voulez sur la page directement, sur le mur de la page d'Entre quatre coins. Sinon, vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés si vous voulez nous parler plus personnellement. Et si vous voulez me contacter directement, moi, c'est par le biais de la page Richard Adam Gagné et Damon Drake. Et toi, mon cher Pierre-Luc? On peut rejoindre Entre les 4 coins du ring par le biais de entre le chiffre 4, coin au pluriel, en un mot, @gmail.com pour vos suggestions et commentaires. La même appellation s'applique pour le Twitter, entre le chiffre 4 et coin au pluriel sur Twitter. Sur ce, comme j'ai déjà dit une fois, je vais leur dire, revenez-nous la semaine prochaine pour nos impressions sur ce qui s'est passé à Roadblock. D'ici là, portez-vous bien.